Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le 5e numéro des GM Tips consacré à jouer old school. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit point sur la chaîne, c'est une vidéo que je tourne pour la première fois en 1080p, et c'est grâce aux nombreux soutiens que j'ai pu acquérir un Lumix G7 qui me permet notamment de tourner jusqu'en 4K, donc j'ai désormais un vrai studio d'enregistrement. Quand je repense aux premières vidéos, les tutos Roll20 tournés avec la petite webcam du portable, ça fait énormément plaisir et c'est grâce à vous que je vous en remercie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e module des tutoriels consacrés à Roll20. Donc cette vidéo jouer old school ne va pas vous démontrer la manière parfaite de jouer old school. C'est surtout ma manière à moi d'aborder ce principe et cette mouvance. Je vais me focaliser sur les points que je trouve essentiels et qui m'attirent le plus dans cette pratique. Et je trouve que c'est un mouvement qui est vraiment très foisonnant, qui apporte beaucoup d'idées, qui apporte beaucoup au jeu de rôle en ce moment. Il y a beaucoup de convergences avec d'autres pratiques, notamment les jeux propulsés par l'Apocalypse, et aussi des systèmes un peu plus classiques. Quoi qu'il en soit, tout ça est très très intéressant et je vous conseille vraiment, au moins une fois, de tenter l'expérience et de trouver un jeu qui vous botte parce qu'il y a vraiment l'embarras du choix. Concernant l'appellation, perso je parle d'old school ou d'old school gameplay, il y a pas mal de divergences et de tensions politiques au niveau de l'OCR, donc le nom originel, donc Old School Renaissance, mais c'est pas le propos de la vidéo, tout comme je vais pas vous faire l'historique du Old School, il y a des gens qui l'ont beaucoup mieux fait que moi. Si l'histoire du Old School vous intéresse, je vous renverrai vers des liens qui se trouveront en description de la vidéo, mais en gros c'est une revisite de la manière dont on jouait aux jeux de rôle aux alentours des années 80, et notamment, surtout, les premières versions de Donjons et Dragons. Mais tout cela depuis a bien changé, puisqu'on trouve des néo-old school, des rétro-clones, des néo-clones, etc. Bref, c'est très très foisonnant, on y va. Ce que j'aime énormément, moi, dans le old school, c'est tout d'abord le monde ouvert, la liberté que cela offre, c'est essentiellement de l'exploration. Pour le MJ, en général, il y a très peu de préparation. On peut préparer un module, mais ce sont des modules qui offrent la plupart du temps de grandes libertés, mais vous pouvez aussi partir de zéro ou avec ne serait-ce qu'une map. Une map suffit, par exemple, ou pas de map du tout. Et voilà, c'est vraiment se laisser porter parce que les joueurs et vous, en tant qu'arbitre, je reviens sur le terme d'arbitre, vous allez apporter. Et en fait, voilà, c'est découvrir un petit peu cette manière de jouer avec notamment beaucoup de tables aléatoires et donc cette envie d'embrasser l'aléatoire et se laisser porter par l'aléatoire. Et ça, je trouve ça bien cool. C'est aussi, il n'y a pas de notion d'équilibrage ou de checkpoint obligatoire dans les parties, comme peut l'être certains scénarios ou certaines campagnes. Là, on oublie tout ça en fait. Il y a pas, c'est vraiment libre et c'est de l'exploration au sens propre du terme. Il y a aussi une approche un petit peu de game design parce qu'on vous invite à créer vos propres règles, etc. Il y a beaucoup de faits maison, notamment au niveau des cartes, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très libre et de très chouette à ce niveau-là. La plupart du temps, ce sont des jeux accompagnés avec des systèmes très minimalistes. Si on prend Into the Wild, les mécaniques tiennent sur une page. Je peux en citer d'autres, mais la plupart du temps, les mécaniques ne tiennent que sur quelques pages. Donc on va se retrouver avec quelque chose de très minimaliste au niveau des mécaniques. Mais surtout, ce sont des boîtes à outils. La plupart du temps, vous allez avoir plusieurs sections de règles, de mécaniques, que vous allez pouvoir utiliser ou non. Par exemple, si je prends le old school essentiel, vous allez avoir des règles de combat monté, des règles de combat à deux armes, des règles de poison, etc. Mais tout ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. En fait, on vous dit, la plupart du temps, bon, ben, mon jeu, c'est une boîte à outils, tu pioches ce dont tu as besoin uniquement. Tout ça pour dire aussi que l'old school invite à la règle qui est de les règles ne régissent pas. C'est-à-dire que on va vous inviter à créer vos propres règles. Admettons, vous êtes dans une situation qui vous invite à trouver une règle, par exemple pour la cueillette ou confectionner des poisons ou des potions, parce qu'il y a un joueur qui est intéressé par de l'alchimie et de la confection de poisons, plutôt que de lui dire non, le jeu ne prévoit pas ça, c'est pas possible, il n'y a pas la boîte à outils qui permet ça, eh ben, on se pose un petit peu, on essaie de trouver une mécanique sympa et on crée la règle. Souvent, l'intérêt justement d'avoir une mécanique originelle, simple, c'est de pouvoir l'adapter à peu près toutes les situations. Donc là-dessus, il faut se sentir libre de le faire. Par contre, le contrepoint et le garde-fou, entre guillemets, c'est qu'une fois que vous avez créé une règle, il faut s'y tenir. Parce que du coup, si à chaque session, vous changez de règle concernant l'alchimie, ben, plus personne ne va s'y retrouver et les joueurs peut-être vont se sentir lésés ou trahis. Donc c'est important. Vous pouvez créer vos règles, je trouve ça très chouette. Par contre, il faut s'y tenir.
Tout ça permet vraiment une adaptabilité mécanique et c'est ce qui permet aussi de jouer dans ce monde libre et ouvert parce que du coup, vous allez pouvoir adapter les mécaniques à vos besoins. Et ça, je trouve que c'est un des premiers points cruciaux de cette mouvance. Deuxième point que je trouve intéressant, c'est que on met en avant l'intelligence du joueur, son bon sens. On met le bon sens de tous les participants autour de la table, que ce soit l'arbitre ou les joueurs. En fait, on parle de player skill. Plutôt que de se pencher sur sa fiche de personnage pour voir si on a les bonnes compétences pour résoudre le problème, on va se demander comment je peux faire pour résoudre le problème. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Il y a un pont qui est cassé? Ok, il y a des arbres, j'ai de la corde, est-ce qu'on peut tenter de faire un pont provisoire? Ce genre de choses. Et tout ça, en fait, ça permet vraiment de mettre en avant les bonnes idées des joueurs, le bon sens, et je trouve que c'est super intéressant. Vous allez me dire, ouais, mais du coup, comment on fait pour savoir si on est dans les clous? Comment on fait pour résoudre l'action, en fait, au final? Alors, là-dessus, il faut vraiment être très souple, parce que, du coup, si vous voulez, entre guillemets, bien jouer old school, ou en tout cas, profiter de l'expérience au maximum, il faut vraiment limiter les G2D. Il faut être prêt à accepter de résoudre les actions, les enjeux, les difficultés, via la conversation. En fait, c'est vraiment un échange, en gros, comme un dialogue, pour se mettre d'accord sur ce qui va fonctionner, sur ce qui est du bon sens. Alors oui, si je coupe un arbre, que je le tranche, etc., ça me prend des jours et des jours pour faire des planches. Par contre, si je tente deux cordes entre les deux structures du pont, peut-être qu'on peut passer, mais ça va être très très risqué. En fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à une espèce de consensus pour solutionner l'obstacle, parce qu'on va essentiellement poser des obstacles aux joueurs en tant qu'arbitre, c'est ce qui est intéressant. Et du coup, mettre en avant ça, je trouve que c'est super intéressant pour les joueurs, parce que c'est très gratifiant. J'entends très souvent et encore régulièrement des discours comme quoi les joueurs sont tous stupides, ils font tous tomber le scénario du MJ et c'est leur sport favori, etc. Non, on est plusieurs cerveaux autour de la table, on est là tous pour jouer, faisons-le. Et je trouve que pour ça, le old school, c'est vraiment très très amené. Du coup, en fait, cette pratique-là, du player skill, amène à moins de G2D et je trouve aussi intéressant parce que ça efface un peu la mécanique au profit du roleplay et des bonnes idées. Du coup, pourquoi moins de G2D? C'est essentiellement pour ça, mais aussi, quand on jette des dés, c'est qu'on a quelque chose d'exceptionnel, d'important et de risqué à résoudre. Il faut pas se précipiter à jeter les dés sur ce genre de jeu. Avant de jeter les dés, il faut se demander déjà est-ce que ça a un intérêt, est-ce qu'il y a vraiment un enjeu majeur à résoudre, est-ce qu'il y a vraiment aussi un risque. Et avant de jeter les dés, il faut bien déterminer l'enjeu et les risques. Pourquoi? Parce que comme je l'ai rappelé un peu plus tôt, ce sont des jeux très mortels. S'il y a un risque majeur comme la mort du personnage, ben vous avez plutôt intérêt, c'est plutôt honnête, de prévenir le joueur, de lui dire « Ok, il n'y a pas de problème, tu peux tenter ça, par contre le risque c'est que ton personnage y passe. Ok? T'es d'accord avec ça? Jette les dés. » Voilà. Donc ça c'est très important. On va jeter très peu de fois les dés, mais il faut vraiment être ok en amont sur les enjeux et sur les risques. Ce que j'apprécie aussi, c'est vraiment l'aspect monde ouvert et liberté d'exploration. Alors, vous pouvez jouer du old school, par exemple, via Dungeon Crawl classique, ou Old School Essential, ou Into the Odd, ou encore carrément les premières versions de Donjons et Dragons, ou le White Hack et le Black Hack. Bon, je balance comme ça du name dropping. Vous pouvez y jouer sur des vieux modules, par exemple, de Donjons et Dragons, comme moi je l'ai fait avec le B2 de Keep on the Borderlands, avec Old School Essential. C'est très très bien d'explorer ces modules. Il y en a un paquet, et il y a des modules récents qui sont créés, qui sont vraiment des pépites, qui sont vraiment excellents. Ça demande un peu de préparation, mais ça offre une expérience de jeu vraiment superbe. Il y a aussi, pour découvrir ça, le tombeau du roi serpent, que je mettrai en lien, qui est traduit par, si j'en oublie, je m'en excuse, par Widou et Mathieu B, et qui est vraiment une très bonne porte d'entrée pour découvrir le school, parce qu'en fait, c'est vraiment didacticiel, autant pour l'arbitre que pour les joueurs. Donc voilà, en fait, moi j'aime bien cet aspect-là très très ouvert, dans le sens où la plupart du temps, ce sont des modules sandbox, donc vraiment très libres au niveau d'exploration. Et vous, en tant qu'arbitre aussi, si vous voulez partir de zéro, vous pouvez très bien le faire et vous n'avez pas besoin de grand chose. Parce que la plupart du temps, le old school vous propose d'embrasser l'aléatoire. C'est-à-dire que vous allez avoir tout un tas de tables aléatoires qui vont vous dire un petit peu ce qui se passe. Et il va falloir accepter des fois les résultats, ou alors il faut pas aussi les accepter bêtement, ça j'en parle dans le premier GM Tips, préparer l'improvisation. Mais voilà, ça va vous donner notamment beaucoup d'idées et d'accroches pour vos joueurs. Il faut aussi donner beaucoup d'importance aux
PJ qui ont été créés, voilà. Quelles sont un petit peu les accroches que vous allez pouvoir trouver sur les backgrounds des personnages ou sur leurs fiches. Ça, il faut pas hésiter à le faire aussi, ça permet d'impliquer un peu plus les joueurs. Tout ça pour dire que c'est très très libre et on trouve vraiment des choses excellentes. Vous allez pouvoir faire du leg scrolling, donc de l'exploration de cartes hexagonales, du point crawling, c'est-à-dire des cartes avec des points à explorer, et aussi tout un tas de donjons, tout un tas de cartes ouvertes, et je trouve que vraiment cet accent mis sur la création qui émerge un petit peu de rien quasiment, soit les modules très très ficelés et très bien foutus, il y en a vraiment pour tout le monde, et je trouve que cet aspect, soit préparation avec des modules tout prêts, ou alors vraiment total improvisation aléatoire, eh ben, ça permet de concilier pas mal de monde, et je trouve que pour ça cette catégorie de jeu est vraiment superbe. Dans la plupart des jeux old school, le MJ est appelé arbitre, et ce terme n'est pas anodin comme je vous disais en début de vidéo. Vous êtes là vraiment pour arbitrer la partie, vous devez être honnête envers les joueurs, moi perso je joue tous mes jets de dés visibles, et vous devez aussi être impartial et sincère. Cette position-là est très confortable et très intéressante à jouer. Pourquoi? Parce que déjà dans un premier temps, le jeu est très mortel. Si vous êtes sincère et honnête envers vos joueurs et que vous déterminez par exemple correctement les enjeux et les risques avant les jets de dés, vous vous dédouanez de la mort du personnage. En fait, les joueurs vont très vite comprendre que vous êtes là en tant qu'arbitre impartial et que c'est pas vous qui tuez leur personnage, mais plutôt le jeu. Parce que les jeux old school, avec leur forte létalité, peuvent être vite frustrants et provoquer un petit peu de friction et de tension autour de la table. Donc ça, déjà, si vous optez pour cette ligne de conduite, ça va vous décharger un petit peu de cette pression. Moi perso, je joue tous les jets de dés visibles et c'est super intéressant. Du coup, il m'arrive d'en jouer certains cachés. Par exemple, dans Old School Essentiel, il y a une skill des couteaux portes. Je trouve plus intéressant de la jeter moi pour donner le résultat au joueur, plutôt que le joueur voit le jet de dés et se dise bon ben j'ai loupé, de toute façon s'il y avait quelque chose je ne sais pas. Voilà, c'est plus intéressant de l'aborder comme ça. Mais tous les autres jets, ils sont visibles, que ce soit les jets de combat et de dégâts, et là au moins il n'y a pas d'illusion, et les joueurs savent que vous êtes impartial, sincère et honnête. C'est vraiment très très intéressant. Autre point qui là est plus intéressant pour vous, c'est que vous allez vraiment vous positionner en tant que joueur. Vous allez assister en tant que les joueurs à ce qui se passe. Puisque, de toute manière, vous ne maîtrisez rien, en fait. Vous êtes juste là pour faire l'arbitre des règles et du jeu, et du monde qui est autour. Donc, comme vous ne maîtrisez rien, ben, par exemple, lorsque le joueur va trépasser dans une action totalement inattendue, ben, vous allez être tout aussi surpris qu'eux, et vous allez être tout aussi soufflé qu'eux, et ça, je trouve que c'est une position qui est très intéressante aussi. Voilà, donc pour faire un petit peu le point sur les différentes approches que j'aime bien autour de ce jeu, et peut-être des manières pour vous aider à les aborder. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur jouer old school. En description, je vous mettrai notamment un article du blog de Doc Dandy que je trouve intéressant et qui résume bien la situation. Je vous mettrai aussi le lien vers le White Hack traduit par Kobayashi en fin de jeu, en fin de livre. Il y a des explications au niveau de la manière d'aborder l'old school que j'aime beaucoup, et aussi le principe Approachia qui a été traduit par 500 nuances de geek, qui est vraiment un guide complet pour jouer old school. Je me suis notamment inspiré de ces guides pour faire cette vidéo, mais surtout pour jouer, et du coup j'en ai retranscrit mon expérience personnelle. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la partager, la commenter, et lui mettre un petit like, et aussi la partager sur les réseaux, parler de la vidéo et de votre pratique. Je vous invite aussi à commenter la vidéo pour me dire un petit peu vous, de quelle manière vous abordez ces jeux-là, ou si ça vous intéresse, ou quel jeu vous intéresserait de découvrir pour aborder ça. En tout cas, je vous remercie chaleureusement encore une fois pour tous vos soutiens, pour tous vos messages, je les lis tous, j'essaie de répondre à tous, et ça fait énormément plaisir. Allez, à la prochaine.